Je suis professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg et membre de l'Institut universitaire de France. Je suis également maintenant depuis quelques mois membre du comité de parrainage scientifique de l'AFIS. Et donc tes travaux ont porté sur plein de sujets qui nous intéressent, hein. Les croyances collectives, les rapports entre sciences sociales, neurosciences, quelques ouvrages qu'on avait mentionnés dans notre revue et qui sont en plein cœur des sujets qu'on traite. Pour en citer quelques-uns, l'Empire des croyances, en plein dans les sujets qu'on traite. Qu'est-ce que je ne sais pas ici, mais il y en avait, tu les mentionneras, il y en a des autres. Et puis surtout, celui qui est un petit peu le thème de la conférence, qui est l'inquiétant principe de précaution. Donc on aurait pu, hein, on a hésité entre les deux titres de la conférence, l'inquiétant principe de précaution, et puis on a pris un titre bon, qui est un peu plus fade, mais qui dit un peu la même chose. Comment la formuler, les principes de précaution ou décision raisonnée, qui est bien le cœur du débat. Donc voilà, on va te laisser un micro, parce que celui-là marche bien. Voilà, vous m'entendez? Ou peut-être que je rapproche le micro. Bonjour à tous, et comme il est d'usage, mais tout à fait sincère, je vous remercie de votre présence et je remercie aussi l'association l'AFIS de son invitation. Ceux qui me connaissent un peu savent toute l'admiration que j'ai pour la revue Science et Pseudosciences, et je crois en être un des principaux prosélytes autour de moi. J'espère avoir fait, je crois avoir fait quelques abonnements en plus du mien. Voilà, donc c'est avec grand plaisir que j'ai accepté l'invitation de Jean-Paul Krivine à venir parler d'un sujet qui nous intéresse tous et que je trouve un peu préoccupant. Je crois que certains partagent ce point de vue, et pour les autres, je vais essayer de les en convaincre. Je commencerai en racontant une anecdote de recherche, en quelque sorte. En 2000, j'ai mené une petite enquête sans prétention avec des étudiants de l'université d'Antilles à cette époque. Et la question que nous nous posions, c'est comment les gens d'aujourd'hui, en 2000, se représentent l'an 2100. Alors, on faisait des entretiens comme ça qu'on appelle un peu exploratoires, non directifs, en disant simplement, d'après vous, comment ça va se passer en 2100? Alors là, des entretiens assez longs, il fallait que la parole se libère un peu, que l'imagination se libère. Et l'idée, ah oui, là ça fonctionne un peu mieux, hein, c'est ça. L'idée, c'était de comparer, dans le fond, la façon dont les gens se représentaient. C'est trop, peut-être que je le recule. L'idée, c'était de comparer la façon dont les gens se représentaient l'an 2000 en 1900, 100 ans de différence, et de les comparer à la façon dont les gens se représentaient l'an 2100 en 2000. Évidemment, la date 2000 étant symbolique, on suppose qu'elle avait quelque chose d'une évocation plus forte dans les imaginaires, mais peu importe. Ce qui était tout à fait frappant, et là je ne vous apprendrai pas grand-chose, c'était de constater que nos ancêtres, ceux qui ont vécu en 1900 et qui avaient l'âge d'imaginer l'an 2000, ont produit toutes sortes de dessins, d'ailleurs de récits, de nouvelles, de romans, et généralement ces romans étaient plutôt optimistes. Optimiste, avec une technophilie tout à fait affichée, on pensait que c'était la panacée et que tout allait voler, les voitures, et même les villes, les maisons, etc. etc. Tout serait volant, c'était un des thèmes, un des chaînes imaginaires du futur. Et puis des choses qui nous sembleraient étranges aujourd'hui, mais qui apparemment semblaient enviables à nos ancêtres. On imaginait par exemple des robinets de viande. Vous savez, les hommes se déplacer, etc. Ouais, là, ça suscite le dégoût, mais apparemment c'était plutôt pas mal. Imaginez, il y a 110 ans de cela. Autre chose aussi, les hommes pouvaient choisir leur future femme mariée sur catalogue. Voilà, il y avait une sorte de... pas terrible, mais enfin ça semblait, voilà. Vous voyez que derrière tout cela, à travers des exemples qui nous laissent rêver ou qui nous donnent un peu des frissons d'effroi, ce qui est derrière tout ça, c'est le chêne de la maîtrise. Ce qui semblait très, disons, désirable pour nos ancêtres, c'était que l'homme puisse maîtriser son environnement dans toutes ces zones d'incertitude, y compris dans celle de l'amour. Vous l'avez bien choisi, car choisir sa femme sur un catalogue en fonction d'un certain nombre de critères, c'est, pourrait-on penser, rationaliser, on se tromperait je crois, mais enfin peu importe, rationaliser les questions de l'amour. Bon voilà, il n'y a rien de tout à fait formidable là-dedans, mais vous comprenez bien qu'on sent une certaine distance entre cet imaginaire du futur et celui d'aujourd'hui. Et plus encore, lorsqu'on prenait connaissance des entretiens que nous avons menés, donc avec les gens qui vivaient en l'an 2000, à propos de l'an 2100. Je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque ce n'est pas le sujet, mais quand même un peu. Sachez que ces entretiens étaient beaucoup plus pessimistes
que l'imaginaire de nos ancêtres concernant l'an 2000, très pessimiste, très noir, et que deux ennemis principaux, deux noyaux de noirceur émergeaient de ces récits, d'une part les États-Unis d'Amérique, et d'autre part la science. Voilà. Et d'ailleurs, l'un et l'autre s'alliaient pour créer une forme d'apocalypse en 2100. Les récits étaient divers, mais derrière tous ces récits, il y avait souvent la figure obscure des États-Unis d'Amérique et de la science. Ça m'a bien sûr un peu préoccupé. Et il faut dire que parallèlement à cela, j'avais commencé il y a à peu près une vingtaine d'années une thèse sur l'incertitude. Je m'étais intéressé au modèle décisionnel face à l'incertitude. C'était de la sociologie, mais un peu assez proche finalement de l'économétrie. Peu importe, vous voyez que rien ne me prédisposait à arriver à ces sujets, sauf que c'est peut-être par principe de sérendipité, comme on dit maintenant. Mais voilà, ces choses se sont rencontrées dans mon esprit. Et ce qui m'a rendu sans doute assez tôt attentif à la question du principe de précaution. J'ai eu comme l'intuition que se cachaient là derrière des choses qui étaient pas forcément, qui relevaient pas forcément d'une décision purement raisonnée dans un certain nombre de cas. Et j'ai écrit d'ailleurs un article avant la constitutionnalisation du principe dans une revue qui s'appelait Place au sens, et que j'avais intitulé L'imprudent principe de précaution. Mais c'était un article pour la grande presse là, qui faisait comme ça 2 pages, et j'avais toujours eu le sentiment que je n'avais pas vraiment fini le travail sur cette question. Puis entre-temps, le principe a été constitutionnalisé, et j'ai constaté avec mon collègue Étienne Géin, avec qui j'ai coécrit donc ce livre, L'inquiétant principe de précaution, j'ai constaté que le principe de précaution était devenu, comment dirais-je, une sorte d'épouvantail du monde contemporain qu'on brandissait à tort et à travers, sur des objets, y compris d'ailleurs qui n'avaient pas grand-chose à voir avec le principe de précaution. Un volcan, la neige, tout et n'importe quoi. Et je le mesure assez bien d'ailleurs à ceci que les journalistes m'appellent généralement pour, dès qu'il y a une situation où il y a un peu de risque, ils veulent savoir voilà, qu'est-ce que quelqu'un qui a travaillé sur le principe de précaution pense. Alors d'abord en fait, ce qu'on leur explique, que c'est pas forcément stricto sensu le principe de précaution, mais ce qu'on pourrait plutôt appeler, enfin ce que nous proposons d'appeler avec mon collègue Étienne Géin, le précautionnisme. Alors on met un isme à cette notion de précaution parce que nous considérons, nous pensons, nous essayons de le montrer dans le livre, qu'il s'agit d'une nouvelle forme d'idéologie et qui peut se définir très simplement, enfin par un symptôme. Qu'est-ce que c'est? Le symptôme du précautionnisme, c'est la volonté d'appliquer inconditionnellement, quels que soient les sujets, le principe de précaution. Alors que dans la définition du principe de précaution, il y a toute une série de conditions sur lesquelles on pourrait revenir, parce que c'est pas parce que ce principe est conditionné qu'il est rationnellement conditionné. Mais ça, on pourra en discuter. En tout cas, il nous est apparu que partout, et à propos de nombreux sujets, OGM, lignes à très haute tension, antennes relais, etc., et avec un grand écho dans l'opinion publique, c'est ce qui nous a intéressé en tant que sociologue, et j'ai oublié. Désolé. Nicolas, ça fonctionne pas. J'appuie, mais il se passe rien. Pardon. Parce que Nicolas m'a... Oui, c'est pas grave. Désolé. On m'avait demandé d'appuyer sur ce truc, j'ai oublié, puis par ailleurs, je ne sais pas pourquoi ça fonctionne plus. Bref. Ce qui m'est apparu très rapidement, en prenant ces exemples et sans les étudier d'abord, en les lisant dans la presse, c'est que je me suis rappelé ce que proposait Pascal au Chevalier de Méret, qui, comme vous le savez peut-être, lui l'interrogeait sur la façon de bien juger dans une loterie, dans un jeu de chance. Quand est-ce qu'il faut jouer dans une loterie et à quel prix on doit accepter de jouer une loterie pour prendre une décision en quelque sorte rationnelle? Par exemple, s'il y a une chance sur 2 de gagner 100 €, quel est le prix du ticket d'entrée que je dois accepter de payer pour prendre une décision raisonnable? Je mets de côté le plaisir du jeu, le bonheur anticipé, etc. D'un strict point de vue de la logique mathématique. C'est extrêmement simple. Nous le savons tous aujourd'hui. C'est comme ça qu'est née l'existence, enfin c'est comme ça qu'est né le calcul de l'espérance mathématique qui conseille de pondérer les gains envisagés et les coûts par les probabilités qui lui sont associées. Bon. Et on peut supposer qu'on pourrait appliquer cette méthode simple, et même probablement trop simple pour un certain nombre de problèmes liés au risque, à ces questions. Et il est frappant, je trouve que c'est une bonne grille d'essayer d'appliquer ce calcul de l'espérance mathématique pour voir justement en quoi les suggestions d'opinion publique, les suggestions même des décideurs politiques dans un certain nombre de cas, et même dans certains cas de juges, s'éloignent fondamentalement de ces principes raisonnables que suggérait il y a bien longtemps Pascal au Chevalier de Méret.
Alors, d'abord, on peut poser les choses comme ça, j'ai pas de tableau, mais c'est pas très grave. On peut dire que, c'est très simpliste, mais vous accepterez, j'espère, mon simplisme dans un premier temps. On peut dire que, par exemple, pour une innovation technologique, il y a un bénéfice qui est présenté. On suppose qu'il y a un bénéfice. Admettons que ce bénéfice soit pondéré par une probabilité. On n'est pas certain d'obtenir ce bénéfice. On peut le contester, que ça fonctionne, que voilà. Les promoteurs de l'innovation ont tendance à surestimer la probabilité associée au bénéfice, et ceux qui la combattent ont tendance à la sous-estimer. Et en face de ce bénéfice, il y a bien sûr un coût, le coût potentiel de l'application, les risques que nous fait prendre cette innovation, et ce coût, il est aussi pondéré en quelque sorte par une probabilité. Vous avez là les grands termes qui définissent l'espace public du débat, en quelque sorte, même si personne dans l'espace public du débat n'identifie clairement un coût et une probabilité, etc. Tout ça n'est pas mathématisé, mais comme vous allez le voir, la plupart des arguments qui surgissent dans l'espace public sont relatifs soit à la probabilité, au risque que l'on fait prendre au public, au coût que l'on fait prendre au public, ou aussi aux probabilités qui s'associeraient aux bénéfices de l'innovation. On nie qu'il existe des bénéfices, etc. En général, le débat se structure de cette façon. Alors évidemment, on peut probablement dater l'apparition du précautionnisme comme idéologie forte, je dirais, et c'est dur de mettre un point. On sait qu'historiquement, il y a eu Hans Jonas, le principe de responsabilité, etc. Mais je ne vais pas vous faire une histoire de ça, c'est pas ce qui me semble le plus intéressant. En tout cas, sociologiquement, on voit des signes de précautionnisme émerger dans l'espace public, dans les débats, à partir des années 90. Et très nettement, vers la fin des années 90 et au début des années 2000, pour devenir aujourd'hui comme, en quelque sorte, une oxygène idéologique. Et un des signes, par exemple, c'est ce que dit Jean-François Bayrou, secrétaire général de la Commission nationale du débat public, à propos des lignes à très haute tension. Il explique qu'on a commencé à organiser des débats publics autour de ces questions, et qu'au début, dans les années 90, au tout début, les débats s'orientaient surtout sur des considérations esthétiques. C'est pas beau. C'est vrai que c'est pas très beau, des lignes à très haute tension, bon, on peut discuter la chose, mais c'était ce qui préoccupait le public. Et lui, il explique qu'en fait, il a vu apparaître au cours des années 90, dans ces groupes de débats publics, il a vu apparaître la question des risques sanitaires. Donc, c'est assez passionnant de voir cette forme émerger. Évidemment, on peut réfléchir à l'infini pour connaître l'origine de cette émergence. Comme tout phénomène social, son origine n'est pas unique. C'est un phénomène éminemment pluricausal. Il y a une dimension idéologique forte, bien sûr. Il faudrait refaire toute l'histoire du désaveu de l'expertise et du désaveu progressif, disons, d'une certaine représentation de la science au cours à la fin du 19e siècle et surtout au cours du 20e siècle. Évidemment que les deux grandes guerres mondiales, Hiroshima, Nagasaki, toute une série de choses ont effrayé le grand public et ont contribué, y compris à travers la fiction d'ailleurs, à désacraliser, disons, le schème de la maîtrise de l'homme sur la nature. Il y a donc toute une série de choses d'un point de vue idéologique. Il y a probablement aussi en France en particulier le divorce d'une certaine gauche avec le monde scientifique. Tout au long du XXe siècle, la gauche et le monde scientifique étaient relativement proches d'un point de vue scientifique, d'un point de vue sociologique, pardon. Ça n'a pas donné d'ailleurs toujours des bonnes choses. Par exemple, l'affaire Lysenko est probablement en partie due à un rapprochement trop important des deux sphères. Mais enfin, grosso modo, cette distance qu'il y a aujourd'hui